Bonjour à tous et bienvenue pour le CX Summit et bienvenue pour cette nouvelle table ronde. Et on va parler ensemble des nouveaux canaux pour créer l'effet waouh et booster l'engagement client. Et pour ce faire, j'ai deux invités qui sont vraiment là pour vous donner leurs meilleures pratiques, leurs conseils. Alors, je vais commencer par Tanguy. Tanguy Vincent, est-ce que tu peux te présenter ainsi que AG2R La Mondiale? Oui, bonjour Frédéric. Oui, donc Tanguy Vincent du groupe AG2R La Mondiale, l'institution de prévoyance qui couvre les particuliers, les entreprises, les entrepreneurs dans leurs différents métiers qui vont de la santé, la prévoyance et tout au long de leur vie. Au sein de la direction de la relation client à distance, je m'occupe d'un pôle qui est un pôle innovation et usages digitaux. Et le challenge est comment s'appuyer sur les innovations et comment accompagner les nouveaux usages digitaux de nos clients, que ce soit pour la partie de la vente à distance ou pour la partie du service client. D'accord, et je crois que tu es un dresseur de bots. Absolument, on peut dire comme ça, voilà, dresseur de bots, en tout cas amoureux de ces solutions conversationnelles et de tout ce qu'elles peuvent nous apporter. D'accord, merci. Alors de l'autre côté, donc j'ai Thibaut Caraval. Est-ce que tu peux te présenter? Je pense que tout le monde connaît Bouygues Télécom Entreprise, mais oui, quelques mots quand même. Oui, alors donc je suis Thibaut Caraval, donc responsable exploitation et support sur toutes les entreprises, principalement les PME. Vous avez un problème, vous appelez mes services en fait, et c'est moi qui rétablit la situation, pardon. Quelques mots sur Bouygues Télécom Entreprise. Bon, vous connaissez Bouygues Télécom Entreprise, bien entendu, un acteur important du marché entreprise. Plus de 60 000 clients entreprises, que ce soit fixe et mobile, bien entendu. Avec donc, bon, je vous ai mis un petit slide de présentation qui reprend les principaux highlights, comme on dit, de Bouygues Télécom Entreprise. Et le point important aussi, c'est que voilà, sur notre ambition en 2026, notamment sur le B2B, au-delà de doubler la part de marché fixe sur le B2B, c'est de fournir le meilleur service client. Et ça c'est important. Voilà, c'est un des différenciants sur l'ensemble de nos lignes de marché, que ce soit B2C ou B2B ou même sur le mobile. On est vraiment centré sur voilà, fournir le meilleur service client. D'accord, oui, c'est une ambition quand même qu'il faut relever, bravo. Et, voilà, et justement, on va le voir ensemble, on y travaille, voilà. En particulier avec la visio qui peut être, comment dire, un moteur à effet waouh. C'est ce que en fait, nous ont dit déjà des clients chez Kiloutou, chez Groupe Atlantique, qui nous disaient que cette visio bien utilisée peut faire un petit effet waouh auprès des clients. Alors, pour commencer, je pense qu'on va commencer par les bots. Donc Tanguy, vous avez mis plusieurs bots en production chez AG2R La Mondiale. Est-ce qu'on peut parler un petit peu d'un premier type de bot, les callbots? Alors qu'est-ce que c'est qu'un callbot? Et est-ce que vous avez un petit retour d'expérience à partager? Alors oui, alors le callbot, c'est quoi? C'est un robot conversationnel, donc finalement c'est un programme informatique qui va venir simuler une conversation. La particularité, c'est qu'il va le faire par la voix. Ouais. Et sur le canal téléphonique. Donc vous appelez par exemple votre service client et à un moment, plutôt que de parler avec un humain, vous allez parler avec un robot, c'est un callbot. Call pour la voix au téléphone et bot parce que c'est un robot conversationnel. Si vous voulez, si tu veux bien Frédéric, je vais partager un retour d'expérience qu'on a eu du premier callbot qu'on a mis en place. C'était relatif au prélèvement à la source, maintenant ça a 3 ou 4 années d'âge. Ah oui, c'était aux prémices. C'était aux prémices. Et c'est vraiment important de se resituer dans ce contexte. On démarrait, on découvrait un petit peu. On parlait un petit peu des robots, sur Messenger, ça sortait, mais sur la voix, c'était encore très récent. Et donc, on était confronté à une situation, c'est qu'on allait avoir une modification du prélèvement à la source. Or, nous avons un grand nombre d'invalides à qui on verse une rente chaque mois. C'est une population qui est très sensible et pour laquelle ces versements-là sont quelque chose de très important. Donc, toute modification dans le versement même d'1 euro, 2 euros, va générer de l'inquiétude, du stress et générer du contact pour une population qui a l'habitude de nous appeler. Donc on s'attendait à avoir un grand nombre d'appels alors qu'on était face à une situation sur laquelle nous ne pouvions pas dire grand-chose. C'est le prélèvement à la source, le taux de prélèvement, le montant du prélèvement est géré par les impôts. Nous ne pouvons pas vous informer sur ce sujet-là. Et donc on s'est dit, est-ce qu'une solution conversationnelle peut venir nous aider par rapport à cette solution-là. Et donc, c'est ce que nous avons mis en place rapidement, en quelques mois. Et le retour d'expérience a été très instructif. Alors, on peut se le dire, je pense, en toute franchise, ça n'a pas été un franc succès, mais ce n'était pas technique. Ce n'était absolument pas technique, ça a été extrêmement enrichissant pour la suite. 3 points à retenir. Premièrement, d'un point de vue purement métier, on ne s'est pas retrouvé confronté aux questions auxquelles on pensait.
parce que les services des impôts avaient extrêmement bien communiqué, et donc ne nous appelaient plus que les gens qui étaient dans des situations particulières, et ces situations particulières n'avaient pas vocation à être traitées par une solution automatisée. Donc quelque part, décalage entre les questions auxquelles on s'attendait et celles que nous avons eues réellement. Les clients n'étaient pas perdus. Si on n'arrivait pas à leur répondre, on prenait leurs coordonnées et on les rappelait. Voilà. Et on les rappelait. Donc personne n'a été perdu. L'essentiel, il est bien là. Deuxième retour d'expérience très instructif qui est technico-fonctionnel un petit peu sur l'importance du speech to text, donc de la retranscription de la voix en écrit. C'est quand on fait une solution vocale, un, on la retranscrit par écrit et deux, on travaille sur l'écrit. Or, si votre retranscription n'est pas correcte, inévitablement, votre traitement ne le sera. Bon, elle ne peut être pas correcte pour deux raisons. La première, c'est qu'on peut avoir des verbatims très propres au métier. Dernièrement, j'ai encore testé, les gens disaient « ma rente a baissé ». Ma rente a baissé. Oui, M-A-2-R-A-N-T-E, et puis A-B-C. Ouais. Donc là, ça c'est du speech to text spécifique à devoir créer. Sur un téléphone Android, il y a peu de temps, hein, l'ensemble des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, peuvent tester. Je pense que beaucoup de gens auront M-A-2-R-A-N-T-E. Bah oui, puisqu'il faut surentraîner le bot, enfin la speech to text, pour apprendre à reconnaître ma rente ABC par rapport à ma rente ABC. Et ça, voilà. C'est un entraînement. Et je sais que nous, quand on le fait, c'est quasiment une semaine de travail pour changer un lot de vocabulaire comme ça. Absolument, pour tous nos vocabulaires spécifiques. Et puis la deuxième chose, c'est que la retranscription ne peut être correcte que quand l'expression est correcte. Et l'expression est correcte quand le client, quelque part, sait ce qu'on attend de lui, quand est-ce qu'on l'attend et qu'il y est prêt. Or, on s'était retrouvé dans une question de dynamique où les gens se sont retrouvés être surpris. Oui, donc, je ne sais pas, cette retranscription, ça ne donne rien du tout. Donc, c'était la deuxième conclusion. La troisième, ça montre l'importance du design conversationnel quand vous créez un bot, que ça soit écrit et encore plus un bot vocal. Le design conversationnel, c'est-à-dire la dynamique, pour que les gens ne se coupent pas la parole, que les gens comprennent que c'est à eux de parler. Donc, on est clair, on n'est ni trop long, ni trop court. Est-ce qu'on peut gérer les interruptions? Toutes ces choses-là sont clés. Des petits bips. Ça nous arrive de mettre des bips à la fin d'une conversation, genre, c'est à votre tour de parler. Absolument. On s'est presque dit, nous, d'ailleurs Frédéric, qu'il aurait fallu mettre un robot avec une voix plus robotique pour éviter la confusion. Parce que quand les conseillers rappelaient, ils disaient « mais j'ai eu votre conseillère avant, elle était un peu bizarre ». Non, non, c'était un robot. Ah non, non, je vous jure que c'était une conseillère, hein, authentique. Hein. Donc on s'est dit, faut-il, pour éviter la confusion, faire une voix plus robotique et puis pour bien dire aux gens « c'est à vous », il y a le bip, il y a le « c'est à vous » et puis il y a essayer de rendre de manière automatique quelque chose qui est évident pour un cerveau humain. Ça, c'est le challenge des solutions conversationnelles. Ouais, donc là, ce qu'il faut retenir, c'est donc à la fois bien penser son design conversationnel, bien penser au cas métier et aux questions que vont poser le client et corriger, si possible, la situation et toujours faire l'escalade vers l'agent ou alors demander un rappel, comme on disait précédemment. Toujours faire une escalade, ne pas laisser le client dans une impasse et observer les usages, observer les usages. Dans le conversationnel, on évolue en fonction de ce que le client vit comme expérience et non pas en fonction de spécifications papier. C'est vrai que le téléphone, en plus, souvent, les gens, quand ils appellent, c'est qu'ils ont un problème spécifique. Alors, absolument. Le téléphone, c'était la première chose, l'expérimentation. Ce n'est pas le seul sujet, donc on parle aussi de chatbot. Oui. Et là, en fait, quel est le principe et quels sont les retours d'expérience? Alors, pour les chatbots, on a aussi plusieurs retours d'expérience parce que nous avons aujourd'hui 3 chatbots à destination de nos clients présents sur notre site web, hein, www.g2rlamondiale.fr, avec toujours une vocation d'une conversation qui se veut pédagogique et générique et explicative. C'est un premier niveau de conversation, ça ne fait pas tout, mais on peut déjà faire beaucoup de choses. Je pense qu'on peut vraiment déjà faire beaucoup de choses. Et après, on a aussi des bots à destination de nos collaborateurs en interne sur notre portail. Mais cela, j'en parlerai un petit peu moins. Notre premier bot principal, il est présent sur la page de contact de notre site. Les 3 mots-clés d'une relation client, elle se veut simple, rapide et efficace. C'est marqué, vous l'avez bien dit, dans le livre blanc d'Eloquent. Eh bien, c'est ce que nous essayons de traduire. Et quelque part, l'effet wow, c'est un petit peu essayer de rendre notre relation simple, rapide et efficace, ce qui peut être assez challengeant dans des métiers qui se veulent complexes, dans lesquels il y a une réglementation très forte, qui peuvent amener à une forme d'incompréhension par rapport à nos clients. Et donc, on a un premier chatbot qui vient vous accueillir sur notre page de contact, en disant quel est l'objet de votre demande, essayer de clarifier pour qu'on se comprenne bien, et puis selon le cas, vous apporter une réponse, vous orienter vers nos services clients de façon pédagogique avec un tuto, un pas à pas, on oriente en accompagnant et en expliquant, et puis après, toujours la possibilité, bien entendu, d'orienter vers les canaux de contact.
Voilà, donc ça, c'est pour nous quelque chose qui est la traduction d'une relation client simple, complexe et efficace, sur lequel on peut avoir des taux de satisfaction de 70% en réponse, quand bien même pour des sujets qui peuvent être des sujets de déclaration de décès, qui sont malheureusement des choses qui arrivent, mais qui ne sont pas toujours les choses les plus faciles à vivre non plus. Et on arrive néanmoins à avoir un certain taux de satisfaction. Mais c'est vrai que c'est un très bon taux, puisque Élus Service Client de l'année nous a présenté ce matin les derniers chiffres de satisfaction par les canaux, et le chatbot arrive à 54%, ce qui est comme bien inférieur à la moyenne des autres canaux, et 70%, on est c'est sur une réponse donnée. Hein. Sur la moyenne, je dois être honnête, nous ne sommes pas, on est en dessous de 54%. Mais je ne suis pas étonné d'entendre un taux qui est un peu inférieur, parce que ce sont des solutions qui peuvent faire de nombreuses choses, mais pas tout, mais pour lesquelles parfois on peut avoir une attente supérieure à la capacité réelle de traitement aujourd'hui, et ce décalage peut générer une forme d'insatisfaction. D'accord. Ça, c'était le premier bot. Est-ce qu'il y a un second bot où il y a un petit retour d'expérience que l'on peut partager? Alors oui, on en a eu plusieurs. Je vais en choisir un dernier, si on a le temps, qui a une vocation tout à fait différente. L'idée, transformer en pain point en effet wow. Et là, on va être plutôt dans un domaine commercial, où nous avions un point de friction, à la fois en interne et à la fois en externe, lorsqu'on veut contacter les entrepreneurs et les responsables de PME, parce que nous avons un ensemble de solutions à leur proposer, que ce soit pour leurs salariés, leur entreprise, ou pour la protection aussi sociale de l'entrepreneur. Donc on cherche à les contacter, ceux que nous avons même en portefeuille déjà, pour leur présenter des nouveautés, l'évolution de la législation, les contacter au téléphone durant la journée. D'une part, ça prend beaucoup d'énergie chez nous en interne, et les responsables commerciaux se disent « Mon Dieu, peut-être pouvons-nous être plus efficaces dans l'affectation de nos ressources ». Et puis après, c'est extrêmement désagréable pour le client que nous avons au téléphone, parce que la journée, il fait autre chose. Un entrepreneur, un responsable d'une compagnie d'ambulance, qui est une PME, en règle générale, la journée, il est au volant. Donc, comment joindre les injoignables et comment rendre ce pain point agréable, en faire un effet wow. Et on s'est dit, tiens, si on envoyait un petit robot par SMS, bonjour, on ne s'est plus parlé depuis longtemps, mais on a pensé à vous parce qu'il y a une situation qui a évolué, et si on en parlait? Et donc l'idée, c'est automatiser la conversation, qui va être une conversation d'accroche, qui a pour objectif de donner envie à notre interlocuteur d'en savoir plus. De façon à ce qu'il nous dise, c'est vrai, je suis intéressé, je suis disponible, demain à 17 h, c'est votre heure, et nous on se débrouille. Et donc ça, c'est une expérimentation que nous avons menée, qui est restée au stade de l'expérimentation, mais extrêmement instructif aussi, parce qu'on voyait que les gens parcouraient le bot et prenaient des rendez-vous à minuit ou à 2 h du matin. Et ça, je dois vous avouer qu'avec du phoning, on n'y arrivait pas. Voilà. On n'y arrivait pas. Voilà. C'est intéressant, donc ça permet d'aller contacter des personnes qu'on n'aurait pas pu contacter dans la journée, où il aurait été compliqué d'avoir. Donc ça complète en fait le dispositif actuel. Ça complète le dispositif actuel, et puis on voyait un taux de prise de rendez-vous et même derrière de signature qui était prometteur, qui nous laissait penser que nous n'avions pas provoqué de l'exaspération par un canal ou un type de démarchage qui ne correspondait pas au client, mais en lui laissant le choix du moment où vous voulez mener cette conversation, avec peut-être un formalisme un peu nouveau, qui pouvait être surprenant. Nous avons, je pense, réussi à... Mais c'est vrai qu'on verra cet aspect choisir le temps dans la visio dans quelques secondes avec Thibault. Mais tout d'abord, pour finir, quelle place en fait on doit donner à l'humain et au robot en fait dans cette relation client? C'est quoi un petit peu, parce que est-ce qu'on peut tout automatiser, pas tout automatiser? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi cette place entre les deux? Alors c'est une place qui est difficile à trouver et qui est, je pense, sujet à de nombreux débats. Est-ce qu'on peut tout automatiser raisonnablement? Non. Après, c'est un choix d'entreprise et de positionnement aussi d'entreprise. Est-ce qu'on peut tout automatiser raisonnablement? Non. Est-ce qu'il ne faut rien automatiser du tout? Le client lui-même demande de l'instantanéité et pour un certain nombre de sujets est tout à fait prêt à interagir avec des solutions automatiques. Et puis il y a une dimension économique. Aujourd'hui, le client il veut de plus en plus d'interactions, mais est-ce qu'on peut répercuter cela dans le prix de vente? J'en suis moins convaincu. C'est un vrai challenge de la position de l'humain aussi. On ne va pas parler de la position de robot, mais aussi de la position de l'humain. Un jour, quelqu'un nous disait, si le robot est finalement la machine parfaite qui va effectuer parfaitement les processus de manière répétitive, est-ce que la place de l'humain ne sera pas d'être celui qui pourra faire ce pas de côté
pour traiter la situation. Et après, tout le challenge, c'est comment arriver à gérer, autoriser une forme de pas de côté dans un environnement qui reste un environnement très réglementaire qu'il faut absolument respecter. Et peut-être que ça peut nous donner des pistes pour le bon positionnement du robot par rapport à l'humain. Donc le robot doit essayer de cloner le meilleur agent des services clients et le service client, lui, doit être capable d'avoir une intelligence émotionnelle et pouvoir faire un geste, faire quelque chose qui est en dehors des process, quoi. Absolument. Quoi de plus agaçant que d'avoir un conseil humain qui vous répond comme un robot alors qu'on lui demandait de la compréhension. C'est peut-être ce rôle-là que l'humain doit pouvoir se réapproprier. Et que les organisations doivent permettre. Bon, merci pour cette première partie. Si vous avez des questions sur les callbots, les chatbots, vous pouvez les poser par le chat et Tanguy répondra juste après. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on parle en fait de la visio. Ça aussi, c'est un canal intéressant et un canal qui fait un effet waouh. Alors, d'où ça vient en fait chez Bouygues Télécom Entreprises? Quelle était l'origine de la visio? Quelle démarche? Pourquoi? Alors, alors, moi, je suis responsable d'un centre de support, donc c'est du service après-vente pour les entreprises. Donc, on s'était intéressé à la visio depuis pas mal de temps, principalement sur la visio-assistance, pas la visioconférence, mais la visio-assistance, la possibilité de voir à travers le téléphone d'un client ce qu'il voyait. Mais c'est vrai que le vrai boost à l'usage a été le confinement et le Covid, où là, les déplacements de techniciens chez les clients sont devenus très compliqués à organiser. Et le fait de pouvoir faire de la visio-assistance pour du pré-diagnostic via cet outil qu'on utilise aujourd'hui tous les jours, qui est Apizzi, nous permet encore aujourd'hui de faire des diagnostics sans déplacement de technicien. Ouais, c'est donner des yeux aux techniciens, c'est ce qu'on s'est dit. Voilà, c'est ça. Alors, donner des yeux aux techniciens du centre d'appel et éviter de faire déplacer un technicien sur site avec, bien entendu, le temps de transport. Maintenant, encore plus les coûts de transport. Ça commence à s'additionner. Donc, voilà, ça rend, c'est pour ça un petit peu, si cet effet waouh, ça rend ce pré-diagnostic beaucoup plus simple à organiser. D'accord. Voilà. Après, toute cette partie visio-assistance nous permet aussi d'être plus pertinent. Ça n'enlève pas tous les déplacements de techniciens, bien entendu, mais ça nous permet d'être plus pertinent sur quand est-ce qu'il faut envoyer un technicien ou quand est-ce que ce n'est pas la peine de l'envoyer. D'accord. Alors justement, comment s'est passée un petit peu cette mise en place? Est-ce qu'il y a des choses un peu particulières? Est-ce qu'il y a une bonne intégration au système d'information? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a un process? Parce que, comme on l'a dit, la visio-assistance, c'est pas de la visioconférence. La visio-assistance, c'est qu'on va demander au client de pouvoir utiliser son téléphone portable personnel ou professionnel, qu'on va utiliser sa caméra. Donc, il va nous filmer un petit peu. Bah, là, c'est des entreprises, ça va, mais c'est vrai qu'on a des clients qui sont particuliers, qui montrent leurs petits chez eux. Comment ça se passe en fait? Alors, dans la mise en place, la première chose, ça a été d'intégrer un système de visio-assistance dans nos outils, dans l'environnement de travail. Donc ça a été le premier challenge. Intégrer un nouvel outil, un nouvel usage dans un environnement de travail, c'est toujours une aventure, de toute façon. Donc on a lancé l'aventure, on s'y est tous mis. Et là, bon, bien entendu, on a un outil de visio-assistance, Apizzi, qui s'est complètement intégré à notre outil de ticketing existant. Donc ça a beaucoup aidé. On a un outil de visio-assistance qui se déclenche en un clic, sans coup de suture, et qui est très facile d'utilisation déjà pour les agents. Donc ça, c'était, je dirais, une première marche à passer. Il faut que dans l'utilisation, ça ne soit pas trop compliqué, ça ne change pas trop les habitudes. Sinon, le nouvel usage tombe un peu de lui-même. On est quand même sur du flux d'incidents à gérer dans du centre de contact. Donc, il faut que tout ça soit sans couture. Donc ça a été le premier challenge à passer et qui a été, qu'on a passé, je dirais, avec succès avec les équipes d'Apizzi. En plus, aidé par la situation, puisqu'après le confinement du Covid, on a eu les restrictions sanitaires qui ont fait que même après confinement, c'était toujours compliqué d'envoyer des techniciens. On avait des protocoles, il fallait qu'ils mettent les gants, il fallait qu'ils mettent le masque, il fallait pas qu'ils restent plus de 3 minutes dans la salle avec d'autres collaborateurs. Donc ça a été pendant une période assez longue quand même compliqué, ce qui fait que cette visio-assistance du confinement avec les restrictions sanitaires est rentrée dans les usages et rentrée dans les mœurs. Et aujourd'hui, tous nos conseillers ont un compte Apizzi de visio-assistance.
quel est le process justement? Parce que les clients, bon, on dit souvent que c'est les clients qui sont les plus simples à adopter une technologie, mais il faut quand même leur expliquer un peu quel est le process quand on veut faire une visio. Est-ce qu'on doit prévenir le client? Comment ça se passe? Alors oui, bien entendu, hein, on demande l'autorisation de mettre en place une visio, on lui explique qu'on va lui envoyer un SMS cliquable, bien entendu qu'il n'y a pas d'application qui s'installe sur le téléphone, qu'on ne prend pas contrôle de son téléphone, hein, on envoie un lien cliquable qui lance juste le navigateur du téléphone et qui autorise l'usage de la caméra. Et c'est pas la caméra d'en face, c'est la caméra de derrière et qui permet juste de voir ce que voit le client. Et donc là, nous, le rôle de l'agent, bien entendu, c'est de lui demander de nous montrer ce qui est intéressant pour le prédiagnostic. Ouais, surtout que c'est une situation de stress quand il n'y a plus d'internet ou plus de téléphonie dans l'entreprise. Là, on veut une solution rapide et c'est vrai que montrer, c'est toujours mieux que d'expliquer quand on n'est pas technicien. Alors voilà, donc montrer permet quand même à l'agent d'évaluer et puis de donner du contexte aussi, hein, de dire, voilà, vous montrez ça, ça correspond à ça, ça correspond à ça. Je vous en dirai peut-être un mot plus tard, mais ça rassure aussi beaucoup le client. Hein. Ça lui évite d'interpréter ce qu'il voit et de donner peut-être une mauvaise information et donc éventuellement d'avoir ce doute de dire est-ce que je dis la bonne chose, est-ce que je donne la bonne information, parce que derrière, il y a toute l'entreprise, quand il y a des coupures, principalement des coupures de fibres ou des choses comme ça, toute l'entreprise est arrêtée, on attend désespérément que ça remarche. Ouais. Donc il y a quand même ce niveau de pression qui, dans le cadre d'une visio-assistance, peut être mieux géré, parce qu'on est là, on donne du contexte, on vérifie les câbles, on vérifie les différentes diodes sur les différents équipements et on peut rassurer le client en lui disant bon apparemment voilà, c'est ça ou c'est ci ou c'est ça. Et en fait voilà c'est comme chez le médecin quand ils annonçaient le diagnostic, on est déjà on est un peu rassuré même si on n'est pas guéri. Oui. C'est vrai que c'est cet effet de ne pas savoir ce qui se passe qui est stressant, inquiétant. À partir du moment où on a diagnostiqué le problème et on explique les différentes étapes de résolution, comment ça va se passer, à ce moment-là, l'entreprise est capable, par exemple, si c'est une coupure de fibre, de mettre en place ce qu'on appelle les plans de reprise d'activité. On donne des temps de résolution moyens, et donc le patron sait s'il doit envoyer un collaborateur ou des collaborateurs en télétravail pour la journée, si jamais il faut une journée, par exemple, pour mettre la 4G, la 5G, etc. Et s'ils ont une solution de backup, notamment s'ils ont une offre de fibre entreprise sécurisée de Bouygues Télécom Entreprise, notamment, à ce moment-là, oui, en effet, ils bénéficient d'un routeur 4G de backup, et donc on peut enclencher le routeur 4G de backup pour permettre aux collaborateurs de continuer leur travail. Alors justement, quand on parle de visio, il y a deux types de visio. La visio planifiée, qui est programmée avec le client, hein, et la visio spontanée, où on propose au client. Et je sais que l'effet waouh n'est pas le même entre les deux. Alors, il faut bien se dire une chose, c'est que l'effet waouh, il est rempli à partir du moment où on répond aux attentes du client. Que ce soit en planifié ou en spontané. Hein. Si le client retrouve sa connexion, on répond à ses attentes en termes de rapidité, fluidité, hein, comme tu l'as dit. Là, on a toujours un effet waouh. Le client est content. Vous m'avez sauvé la vie. Voilà, on m'a sauvé la vie. Bon, alors, c'est vrai que dans l'intervention planifiée, l'effet waouh est plus garanti, puisque on est plutôt sur des opérations de maintenance. Donc, on sait les opérer avec de la visio-assistance. On sait l'organiser, on sait les problématiques qu'on peut rencontrer. Donc, aujourd'hui, dans nos opérations de maintenance, qui sont principalement des échanges de routeurs obsolètes ou des choses comme ça, on arrive à les opérer en pratiquement 100% en visio-assistance. Hein, c'est-à-dire qu'on envoie les équipements chez le client et on le guide dans le débranchement de l'ancien équipement, le rebranchement du nouveau. Généralement, il a sa petite caméra de téléphone. Voilà, alors je fais ci, je fais ça. Je fais ça, voilà, brancher le fil vert avec le fil vert, le fil bleu. Enfin bon, là je résume un peu, mais c'est aussi simple que ça, généralement. Et donc on a très peu de problèmes dans ces opérations-là. Et le client, il est content parce que, comme tu l'as dit aussi, il le fait quand il est disponible. Et ça, nos clients, principalement PME, ont leur métier. Voilà, on a des clients PME, des clients de marché. Les clients de marché ont du personnel qui s'occupe des télécoms, et donc qui sont capables de faire ça. Mais dans les PME, souvent, le patron de la PME s'occupe aussi de la téléphonie, il n'a pas que ça à faire. Ouais, donc il a calé un rendez-vous à 17h le vendredi. Voilà, par exemple, moi j'ai des exemples avec des cabinets par exemple, de vétérinaires, des choses comme ça, où c'est un des vétérinaires qui s'occupe de la téléphonie. Donc voilà, quand on lui dit, il prend son agenda et il se dit, voilà, je peux faire l'opération avec vous entre 15h et 16h tel jour.
parce que justement, il s'organise au niveau de son agenda, il sait que à cette heure-là, il est disponible pour faire cette opération. Donc voilà, donc ça, sur ce planifié, c'est vrai qu'on a un effet waouh, ils sont contents, on le fait, c'est simple, ça marche pratiquement dans tous les cas, et voilà, il se débrouille tout seul, et c'est quand il veut. Donc c'est cette impression de liberté et de résultat garanti qui fait l'effet waouh. Pour le spontané, on a des effets waouh aussi, les opérations spontanées, mais c'est la visio-assistance dans le cadre du prédiag. Et là, on a l'effet waouh quand on voit... Finalement, le câble était débranché, quand on voit le fil débranché, voilà, quand on voit... on demande aussi de débrancher, de rebrancher certains câbles, notamment aussi des liens fibres ou des choses comme ça. Et on voit que souvent, c'est des gens qui passent dans les salles machines, qui bougent et peut-être des fois qui déplacent des choses comme ça. Et donc, des fois, on a cet effet waouh là aussi, parce que ça rebranche, paf, ça remarche. C'est la magie. Donc là, c'est la magie. L'agent est aussi très content, parce que derrière, on a une satisfaction client au top. Justement, là, on le verra peut-être tout à l'heure, mais donc on a vraiment une satisfaction qui est vraiment meilleure pour la visio. Oui, alors là, on a sur ce slide-là fait un test en visio et pas en visio. Alors, cet exemple-là s'applique plutôt sur la vente à distance. Donc là, on est en visioconférence. Mais on voit quand même que sur la partie visio, on génère de la satisfaction supplémentaire. C'est clair. Alors, bien entendu, il faut réussir l'opération. Parce que si on fait de la visio et qu'on n'arrive pas à résoudre en ligne, etc., ou qu'on met du temps à résoudre les problèmes, de toute façon, on a quand même de l'insatisfaction client. Il veut que ce soit vite fait, bien fait et de façon pertinente. Mais en tout cas, c'est clair que quand on met de l'humain dans l'échange, surtout qu'en plus, on a une raison sociétale qui est qu'on est fait pour être ensemble. Donc voilà, quand on met de l'humain dans l'échange, on génère aussi de l'empathie, de la compréhension, et on voit qu'on a des taux de satisfaction qui sont au-dessus quand on utilise la visio. Donc là, c'est pareil, on a utilisé notre outil de visio Apizzi qui nous permet d'avoir une satisfaction supérieure. Alors, justement, on voit qu'il y a une satisfaction, que les gens sont contents. Est-ce que c'est facile de mettre ça en interne? Est-ce qu'il y a des freins, la résistance au changement, pas de la part des clients, mais de la part de l'interne? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une aventure. Tout nouveau canal, tout nouvel usage, c'est une aventure dans notre société. Donc, bien entendu, il y a des freins, faut se le dire. Les freins, c'est d'abord les peurs. Donc, au niveau des agents, on a eu... Alors, j'aurais des freins... on est quand même assez pushy chez Bouygues Télécom Entreprise. Donc, on a l'envie qui est là. Après, il faut rassurer. Donc, il a fallu rassurer sur un premier aspect qui était les objections clients. Alors, voilà, nos agents techniques voulaient bien proposer donc la visio-assistance, mais qu'allait-il répondre si jamais le client dit « Bah oui, mais bon, vous allez prendre le contrôle de mon téléphone. Je suis à l'étranger, est-ce que vous allez prendre mes données data ?» Voilà, mes données data, est-ce que ça va me coûter de l'argent? Parce que souvent, on utilise son téléphone personnel. Donc, voilà. Est-ce que ça va me coûter de l'argent? Donc là, on a donné un petit peu les réponses types à apporter dans ce cadre-là. Et on a vu en fait que très peu de clients nous posaient des objections, surtout dans le cadre du SAV et des pannes. Tous les clients sont constructifs pour, dans cet échange, aider le plus possible à résoudre dans une optique de rétablissement le plus rapide possible. Donc voilà, donc, ça a été le premier frein de nos équipes qui en fait, à l'usage, est passé très très rapidement. Donc, on voit maintenant, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Quand on propose de la visio-assistance, tout de suite, oui, pas de problème. Et en 3 clics, c'est lancé. Le deuxième frein, ça a été aussi... voilà, on était sur des équipes qui avaient l'habitude du mail et du téléphone. Donc, un peu cet échange un peu anonyme quand même. Et donc, voilà. Et donc, bien qu'on faisait de la visio-assistance, ils n'avaient pas tout à fait vu la différence entre la visio-assistance et la visioconférence. Et donc là, voilà, bon, moi j'ai des agents techniques qui sont super bons techniquement, mais qui viennent habillés normalement. Voilà. Et donc ils avaient un peu peur d'être vus. Donc cette incompréhension entre la visio-assistance et la visioconférence. Et donc voilà, des remarques sur le fait d'être assuré qu'ils ne soient pas vus, parce que bon, voilà, il y en a certains qui ont un look, oui, mais c'est bien. Et donc voilà, donc, et ils ne voulaient pas que le client les voie, puisse juger aussi de leur apparence. Et ça, c'est bon, voilà. Donc, on a rassuré sur ce point-là. La téléassistance, c'est pas de la visioconférence. Donc, le client nous montre ce qu'il voit, mais le client ne voit pas le technicien. Et donc, il peut continuer à avoir son look.
Pas de venir en t-shirt, pas être rasé, Ouais, alors avoir bon, des tatouages. Oui, bah, c'est vrai que souvent maintenant le tatouage est devenu très très à la mode. Mais voilà, c'était plutôt bon. Nos agents se sentent très bien comme ils sont, et nous on les accepte comme ils sont. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, mais ils avaient peur d'avoir des verbatims dans les enquêtes de satisfaction, justement sur ces aspects-là. Bon, après on ne sait jamais sur qui on tombe, etc. Donc là-dessus, on a vite rassuré et c'est passé. Et les deux freins ont été très 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 rapidement. Je dirais enlevé, hein, et donc voilà, maintenant ils le savent, on a un bon outil, donc Apizzi, complètement intégré dans nos outils de ticketing, en un clic c'est lancé. Voilà, là maintenant on est vraiment dans l'usage qui est de lancer la téléassistance au bon moment pour faire le bon diagnostic, savoir quand le faire, savoir quand ne pas le faire. Mais le principe c'est vraiment de le faire pour s'éviter justement un déplacement de technicien qui est généralement plus onéreux que le temps qu'on fait en visio-assistance. Ouais, tout à fait, c'est vrai qu'on discutait avant, c'est de se dire aussi qu'il faut peut-être accorder un peu plus de temps aux appels en visio qu'un appel téléphonique. Oui, alors voilà, donc on a fait des mesures, hein, une session de téléassistance avec les données Apizzi, là on a vu que c'était environ 8 minutes par session. Ouais. Donc 8 minutes, c'est 8 minutes de plus dans ce qu'on appelle nous en centre de contact DMT, la durée moyenne de traitement, la DMT. Et donc voilà, il faut faire attention à ne pas trop presser sur la DMT, parce que si on presse trop, l'agent ne fera pas la téléassistance, parce qu'il sait que ça va lui rajouter 8 minutes, donc c'est une moyenne, hein, donc des fois c'est peut-être un petit quart d'heure, des fois c'est 5 minutes. Donc ça peut l'empêcher de franchir ce cap, parce que déclencher un technicien à distance, c'est rapide. Pour le technicien. Bah oui, parce qu'il dit, bon, vous avez un problème, attendez, je vous envoie quelqu'un. Je vous envoie quelqu'un. Alors, donc c'est un clic, donc ça c'est rapide, hein, on respecte sa DMT. Donc voilà, donc faut bien évaluer tout ça. Donc là, nous, on est encore en train de bien évaluer tout ça, pas trop presser la DMT, pas non plus la rendre, trop l'élargir non plus, mais voilà. Donc c'est, encore une fois, on revient, hein, c'est dans quel cas on a un diag qui sous-entend qu'une téléassistance est pertinente et peut nous faire économiser de l'argent dans le cadre du déplacement du technicien. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on parle du temps, mais chez Bouygues Télécom Entreprises, comme la satisfaction, c'est la priorité, les gens, les agents, hein, sont objectivés sur ce qu'on appelle la satisfaction client, le CXI et le NPS, d'ailleurs fait par Eloquent. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, oui, c'est objectivé. Oui, tout à fait. La SATLI, chez nous, c'est très important, hein. On en parlait un petit peu avant aussi. Le CXI, alors là, c'est le CX Summit, hein, et nous, on est très CXI. Le CXI, chez nous, c'est 3 questions, hein. Les échanges ont-ils été simples? Les échanges ont-ils été agréables? Et a-t-on répondu à vos attentes? Et dans ces 3 questions, en fait, au-delà de la SATLI et du NPS derrière, hein, on résume déjà le métier, nos échanges. Voilà. On doit être agréable, ça doit être simple, et on doit répondre aux attentes du client, c'est notre priorité. Et donc, ce qu'on voit avec la téléassistance quand elle est bien utilisée, et donc avec la visio, c'est qu'elle renforce cette partie de simplicité de l'échange. Hein. Voir l'autre personne quand on a un échange, ça donne des signes, hein, c'est ce qu'on dit dans d'autres domaines, des tels, hein, on peut percevoir un stress de l'interlocuteur quand on le voit et donc y répondre. On peut donner de l'assurance si le technicien sait exactement ce qui se passe. Au-delà de la voix, même dans la posture, dans l'image, on arrive à donner des gages de la pertinence, la crédibilité de ce qu'on dit et donc renforcer le fait que ça soit simple, agréable et qu'on réponde aux attentes du client. Et donc oui, en effet, c'est quelque chose de très important pour nous. Ouais. C'est vrai que là, on touche un point, c'est que vous, au service support, hein, vous avez utilisé la visio, mais c'est également utilisé donc, dans les fameuses installations de routeurs par les clients, mais également par la vente à distance pour humaniser la vente. C'est exactement ce qu'on disait. Oui, voilà. Donc, on le fait. Donc, maintenant, on a intégré cette partie visio-assistance. On est en train un peu de développer, d'essayer de mettre de la visio dans d'autres parties de nos process métiers. Notamment donc dans la partie installation. Donc on a fait plusieurs essais dans cette partie-là, où on installait la ligne au client, et toujours dans cet esprit de faire au moment où le client est disponible, hein, on lui laissait finaliser l'installation, le branchement de ses routeurs, etc.
par son créneau, hein, donc au moment où lui est dispo. Et donc, voilà, je branche mon routeur, je branche mes différents équipements, je le fais de façon guidée avec la téléassistance. Donc ça, c'était le premier extension qu'on a fait avec de la visio, toujours avec Apizzi. Hein. Et le deuxième, c'est, voilà, on l'a vu tout à l'heure avec les graphes, c'est dans la vente à distance, où là, on utilise le même outil Apizzi pour faire de la visioconférence. Et là, c'est pareil, on se rend compte que cette empathie qui est créée dans l'image de l'autre crée aussi de la satisfaction client, dans de la simplicité, des échanges agréables. Et voilà, on est humain, quand on se voit, on se comprend mieux. Oui, c'est vrai. On a parlé un petit peu du ROI. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter un petit peu de choses en plus? Parce que pour vous, lors de la préparation, ce que j'avais compris, c'est que la visio, c'est en fait de l'économie en bout de chaîne. Comme on disait, l'agent, il va peut-être mettre un peu plus de temps, mais au final, finalement, ça va faire gagner de l'argent à l'entreprise parce qu'on évite ce fameux déplacement technique. Oui, tout à fait. Donc, au niveau, là, pour l'instant, donc on a quand même plus de 500 aujourd'hui techniciens connectés à l'outil Apizzi. On a calculé, voilà, une session de téléassistance, c'est environ 8 minutes en moyenne. Et on pilote les réductions de déplacement en fonction de ça aussi. Donc, on y gagne en bout de chaîne. Alors, est-ce qu'il y a une anecdote waouh que vous pourriez partager? Est-ce qu'à un moment donné, justement, on a parlé de ces techniciens qui aident la personne qui est désespérée devant son routeur avec un câble mal branché? Est-ce qu'il y a eu vraiment ces effets-là? Est-ce que ça donne un effet waouh? Est-ce que on le voit sur les résultats des enquêtes? Est-ce que ça fait waouh dans les verbatim? Parce que je sais que vous regardez vraiment de manière super attentive les verbatim. Oui, moi je lis tous les verbatim de mes clients satisfaits, ça c'est sûr. L'effet waouh, alors chez Bouygues Télécom Entreprise, on commercialise une offre qui s'appelle la fibre entreprise sécurisée. Donc, c'est de la fibre FTTH avec un routeur 4G qui fait le backup quand la fibre est coupée. D'accord. Il faut savoir que le FTTH, pour les entreprises, on est sur le même réseau que les particuliers. Hein, donc c'est une fibre qui est, on va dire, où il y a beaucoup de techniciens qui y touchent régulièrement. Hein, et donc, comme des techniciens touchent à ces fibres-là, pour tous les opérateurs, il arrive des fois où c'est coupé. Enfin, voilà. Un mauvais geste et la fibre peut être coupée. On le voit, il y a des émissions sur le sujet, etc. Et donc, l'effet waouh, dans le cadre d'une fibre entreprise sécurisée, c'est les clients qui nous appellent, qui nous disent « ma fibre est coupée », ça arrive. Et donc, j'ai mon routeur 4G qui ne fonctionne pas, ils ne comprennent pas. Et donc là, on a un effet waouh garanti parce que dans ce cadre-là, c'est généralement, enfin pratiquement dans tous les cas, c'est le routeur qui n'est soit pas branché, soit débranché. Mais comment ça se fait qu'ils ne s'en rendent pas compte? Alors, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils n'en ont pas besoin tant que la fibre est là. Comme c'est du backup, ça dépend des entreprises, mais on prend par exemple une PME, etc. Il ne fait pas d'exercice de ce que j'appelais tout à l'heure de PRA, le plan de reprise d'activité. Il ne fait pas un exercice régulièrement. Et donc, il fait son exercice quand la fibre coupe. Et là, c'est même plus un exercice, c'est du live. Du temps réel, c'est du live. Et là, il nous appelle, désespéré, il nous dit « je ne comprends pas, j'ai une fibre entreprise sécurisée ». Et là, on a un résultat pratiquement garanti, puisqu'on rebranche le routeur, et là, ça remarche. Et on a le soulagement qui se perçoit chez notre client. Donc, j'invite vraiment tous les clients entreprises à s'orienter vers ces offres sécurisées, fibre entreprise sécurisée, avec des routeurs 4G. Aujourd'hui, j'ai encore trop d'entreprises qui nous appellent, qui n'ont que la fibre FTTH. Et qui malheureusement n'ont pas de solution de backup et se rendent compte de l'utilité et de l'importance de ces solutions de backup au moment où la fibre est cassée. Ouais, parce qu'autrement, on peut bricoler avec la connexion 5G Bouygues Télécom de son téléphone, mais c'est pas quand on est 10, 20, 30, 40 salariés. Voilà. À un moment donné, ça met un peu ses limites. Donc nous, on a quand même des procédures pour aider nos clients. Donc c'est que là, on envoie avec un technicien un modem 4G dans certains cas, sur certaines offres. Mais voilà, il faut quand même le temps du déplacement, le temps de la connexion. C'est là où si on voit en plus que leur salle machine est au sous-sol, le modem 4G ne va pas aider. Donc, il y a des choses que quand on souscrit à l'offre depuis le départ, c'est anticipé. C'est anticipé, voilà. Donc, ça aide du support, ça aide à la satisfaction. Oui, tout à fait. Alors, si on parle un petit peu des tendances et des projets 2023, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes que vous pensez chez Bouygues? Parce que, comme on l'a vu, la satisfaction client, pour vous, c'est une priorité. Quels sont un petit peu ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous imaginez pour justement continuer dans cette expérience client, effet waouh, etc. Alors, on est dans de la prospective. Hein, donc, voilà. Donc, pour l'instant, on réfléchit à des nouveaux usages.
Ouais. Donc bien sûr, il y a le développement de ce qu'on fait, hein, comment mieux utiliser, mieux développer la visio-assistance. Et sur la visioconférence, on réfléchit aussi à l'introduire, par exemple, sur tout ce qui est prestations. Hein, le client nous appelle, il veut des paramétrages supplémentaires, des choses en plus sur son offre. Cette partie prestation est souvent payante. Et donc là, on réfléchit à éventuellement, sur cette typologie-là, mettre de la visioconférence, puisque ça donne quand même de la valeur à l'échange. Ouais. Hein, c'est ce que je veux dire. Et sur de la partie payante, bon, bah voilà, on peut montrer ce qui se passe, ce qu'on fait, comment on le fait. Et donc voilà, on réfléchit à ces choses-là pour offrir du service en plus. Il y a... Ouais. Ok. Alors, on va peut-être passer dans quelques secondes à la session de questions-réponses. Est-ce que Tanguy, est-ce que tu aurais un autre exemple de bot que tu voudrais évoquer avant qu'on passe à la session de questions-réponses et bien sûr au concours pour gagner le livre Culture Client, ou on passe direct, Chantal, aux questions-réponses? Est-ce que Tanguy, tu voulais rajouter un petit exemple? Allez, très rapidement. Allez, un dernier exemple de bot. Un petit exemple pour le plaisir. Frédéric, sais-tu les questions que se posent les gens avant de partir à la retraite? Ils se posent en fait 2 questions. D'après toi, lesquelles? Quand je pars, ça, oui, la ça première, m'intéresse. Voilà, et la deuxième, c'est... combien je vais gagner? C'est exactement Chantal qui ça. me disait ça. La retraite, c'est pas tout de suite, Chantal. Mais c'est voilà. important quand même. Mais c'est exactement ça. Et c'est la question que tout le monde se pose. Et on s'est dit, comment répondre à cette question de manière simple, rapide et efficace? Et c'était l'objet d'un débat qui a tourné durant des années. Des années. Des années. Et donc, voilà, parce qu'en fait, dans un certain nombre de cas, avec des questions simples que l'on vous repose et un jeu de questions-réponses, on peut estimer le montant de votre retraite et vous donner une date de départ. Et puis, si on n'arrive pas, on escalade vers l'humain. Et là, pour éviter que l'effet wow devienne un effet pchit, et de dire, on n'a pas pu vous répondre, merci d'appeler à tel numéro, eh bien, on va plutôt orienter vers une offre de prise de rendez-vous, et ça rejoint la démarche que vous faites à Bouygues Télécom Entreprise. Et donc là, on est arrivé finalement à un parcours simple. En quelques questions, je vous réponds à quand, combien, et si je ne peux pas, je vous propose un rendez-vous avec un conseiller. Et connecté au système d'information, parce que moi, Frédéric Canavet, je vais pas partir en même temps à la retraite que Chantal, et j'ai sans doute gagné beaucoup moins d'argent qu'elle, donc comment je fais? Alors, je te laisse débattre avec Chantal, bien entendu, du sujet. C'est vrai que l'interfaçage avec le SI a été difficile, mais un simulateur a été mis en place, il a été validé, qualifié. On est arrivé à fournir le service. On rentre une petite information personnelle et tac, ça se connecte. Oui, voilà, on arrivait à faire des choses. En fait, ça peut être peut-être un peu moins complexe que ce qu'il y paraît, mais c'était fourni. Et ça a été quelque chose qui a tourné durant des années et qui donnait aussi un résultat de satisfaction client assez élevé. D'accord. On va pouvoir passer au tirage au sort et à la session de questions-réponses. Donc Chantal, je te laisse poser la question. Merci Fred. Alors là, la petite question, je vous laisse le temps de mettre vos mains sur vos claviers pour gagner ce livre. Et la question va être la suivante. Quel est le canal qui apporte la plus grande satisfaction entre la visio et le téléphone? Je vous laisse répondre. On a vu tout à l'heure. Hein. Et en attendant, je vais relayer les questions. Si vous dites le téléphone, on n'aura pas bien fait notre travail. Hein. Alors, je vais relayer quelques questions. J'ai Stéphane qui demande quels sont les gains rencontrés sur les bots et la visio-assistance. Alors, ça me paraît large. Question. Peut-être commençons par les bots. Parce que la visio, je pense qu'on l'a déjà un petit peu évoqué. Tout à fait. Alors, le gain sur le bot, il est à la fois évident et masqué. Le gain, ça va être l'appel évité. Parce qu'une solution traitée par une solution conversationnelle par rapport à une solution traitée par un humain, je veux dire en termes de coût de traitement de la demande, c'est largement inférieur. On est sur plusieurs ordres de grandeur. Là où c'est masqué, c'est qu'on va être dans l'évitement d'un appel. Et c'est très compliqué de prouver que la personne n'a pas appelé alors qu'elle aurait appelé autrement dans le cas. Surtout quand on est dans une discussion d'ordre informatif. C'est pas comme si on achetait un billet de train, comme on crée une instance. Quand on achète un billet de train par le bot de la SNCF, on est sûr qu'on va pas acheter une deuxième place dans le train en allant au guichet, parce qu'on a le billet de train. Donc voilà, le challenge, il est là. Alors, comment est-ce qu'on le prouve? D'une part, dans l'analyse de la satisfaction, où la personne dit « Ok, c'est bon, ça a répondu à ma question ». Et puis, on peut faire une démonstration qui est une démonstration inverse. C'est se dire que finalement, il suffit sur 100 conversations qu'il y en ait une qui évite un appel pour que le ROI soit au rendez-vous. Donc 1 sur 100, donc c'est... C'est assez évident.
Et c'est vrai qu'on a le cas également avec un de nos clients dans le domaine de l'énergie. Et pour justement prouver cet appel évité, ils nous ont dit faites-nous un calcul entre les gens qui ont appelé le bot et qui, après, ont réappelé les personnes. Et on voit le taux de réappel et le taux justement de non-réappel. Et comme ça, on se dit finalement, on a économisé du temps. Oui, ça pourrait être une solution aussi. Alors Chantal, est-ce qu'il y aurait une deuxième question pour nos invités? Tout à fait. Alors, je vais choisir la suivante. On m'interroge sur l'outil Apizzi. On demande si c'est un outil interne Bouygues Télécom. Et puis on fait remarquer, donc c'est Isabelle qui fait remarquer que c'est évidemment certes moins de déplacements pour les techniciens, mais surtout plus de temps pour le client. Il passera moins de temps en fait à attendre la venue du technicien. Mais voilà, une demande d'infos sur l'outil en lui-même. Je vais répondre puisqu'en fait Apizzi c'est donc une filiale de Bouygues Télécom et nous on est distributeur d'Apizzi qui est intégré à notre solution de centre de contact. Donc nos clients peuvent activer ce module Apizzi dans leur solution de centre de contact et donc avoir ce canal visio qui est ajouté, comme tu disais, en quelques clics depuis l'interface des techniciens. Voilà. Et la deuxième partie de la question, c'était... Non, c'était plus une remarque sur le gain de temps aussi pour les clients. Parfait. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Donc on est distributeur d'Apizzi et partenaires Bouygues Télécom qui sont nos clients et nos fournisseurs. Oui, tout à fait. Une petite question sur les bots. À votre avis, au bout de combien d'incompréhensions doit-on passer à un agent si le bot ne comprend pas? Ça va être un choix. La règle, le plus souvent, on entend 2 fois. On va dire autre chose. Si on le fait qu'une seule fois, vous vous donnez vraiment pas beaucoup de chance d'y arriver. Et souvent, on voit quand la première fois il y a une incompréhension, on reformule autrement. Et la deuxième fois, on a quand même un taux de réussite. À partir de la troisième, il y aura de l'agacement. Si vous êtes sur un callbot, c'est vraiment intéressant d'écouter les conversations également, parce que l'agacement est quelque chose qui s'entend. Donc le 2 est souvent un bon métrique. Ça rejoint une question d'Arnaud qui demande si les callbots sont vraiment une technologie mature. En devenir, il y a toujours du progrès. Ça a quand même bien progressé et on est arrivé maintenant à un stade qui permet de faire des choses. Et déjà des choses vraiment satisfaisantes. Après, la maturité, elle n'est pas encore finale. Attention de ne pas avoir qu'une approche technologique. Il y a vraiment aussi une maturité organisationnelle, une maturité vraiment de design conversationnel. Moi, je me suis formé comme conversational designer parce que je trouvais que c'était quelque chose qu'il fallait maîtriser pour pouvoir mener une conversation. Et c'est d'ailleurs une formation que je n'ai pas trouvée en France. Donc, la maturité doit aussi encore évoluer de ce côté-là. Ouais, c'est vrai que nous, chez nos clients, c'est quelque chose qui est un sujet en devenir, mais qui montre bien que les gens qui sont en avance en termes d'expérience client, comme AG2R le mondial, mettent en place les outils et ça va être diffusé de plus en plus. Et d'ailleurs, si vous appelez, si vous avez une panne électrique, vous avez une chance sur 5 ou une chance sur 4 de tomber sur un bot qui, j'espère, répondra à vos questions. Alors, Frédéric posait une question, mais je pense que c'était pendant une intervention, puisqu'elle demande, vous avez utilisé le terme CXE, s'agit-il du Customer Effort Score? Donc, je pense CXI, s'agit-il, pardon? Du Customer Effort Score. Non, ça, c'est de CES. Ouais, c'est pour ça. CXI, non, vas-y. Non, je t'en prie. Alors, le CXI, pour nous, c'est le Customer Experience. L'I, c'est Index, voilà, c'est ça. Le Customer Experience Index. Et comme je l'ai dit, chez nous, c'est 3 questions principales. C'est les échanges dont il était simple, les échanges dont il était agréable et a-t-on répondu à vos attentes? Et c'est les 3 questions d'or qui nous permettent de savoir si, au niveau de nos agents et donc de notre service, on a été performant dans l'échange avec le client. C'est vrai que dans les enquêtes faites par Eloquent qui sont diffusées chez Bouygues, donc en fait, il y a le CXI d'abord, donc on pose ça, et ensuite derrière, la SATLI, la satisfaction. Est-ce que vous êtes satisfait de 1 à 5 Ouais, voilà. Est-ce que vous êtes satisfait de vos services chez Bouygues Télécom Entreprise? Et ensuite, le NPS, qui est le Net Promoter Score. Est-ce que vous recommanderiez nos services aux autres? Donc là, c'est vraiment un cas d'école d'une mesure totale de la satisfaction. Petite question concernant justement cette intégration de la vidéo. Rose qui demande comment cela s'intègre dans la solution de centre de contact. Alors, je ne sais pas si c'est seulement techniquement, puisqu'elle précise, est-ce que les agents ne vont pas être un peu déroutés au départ avec un écran de plus? Alors, ce qui est important et ce qu'on a pu mettre en place assez rapidement avec Apizzi, c'est ce qu'on appelle le SSO, le Single Sign-On.
Et donc, bien entendu, c'est un écran de visioconférence, mais qui se déclenche automatiquement depuis l'outil de ticketing. Donc la session vidéo est rattachée automatiquement au ticket en cours avec le client. Donc on peut retrouver la session vidéo et le client facilement. Et surtout, il n'a pas besoin de se réauthentifier, parce que l'agent, le matin, quand il arrive sur son poste de travail, s'authentifie. Et donc, il ne lance pas un nouveau login password. Ça réutilise donc, ce qu'on appelle le SSO de l'entreprise. Et en effet, après, nous, on a repris le design de l'outil de ticketing. Donc, ça lui ouvre une fenêtre, il a l'impression d'être dans le même outil, sauf qu'il est dans sa session de visio-assistance. Donc, pour lui, c'est vraiment sans couture. Et puis, après, il le ferme et il revient sur son outil de ticketing automatiquement. Donc, c'est voilà, le principal, c'est de pouvoir le lancer à travers ses outils métiers et surtout ne pas avoir besoin de s'authentifier une deuxième fois et donc de mettre en place ce qu'on appelle le SSO, le Single Sign-On. Ok. Alors, peut-être une dernière question, Chantal ? Une dernière question, justement, toujours sur la visio. Combien de temps faut-il pour ajouter la visio comme nouveau canal ? Alors techniquement, c'est toujours très rapide. Après, c'est dans les usages où c'est un peu plus long. On en a parlé. Voilà, donc techniquement, c'est un projet d'intégration d'un nouvel outil dans le SI existant. On a tendance à dire que ça dépend un peu des SI, de la rapidité, du nombre de projets en parallèle, etc. Donc, sur toutes les entreprises, c'est différent. Plus on est petit, plus ça va vite. Plus on est gros, plus il faut rentrer dans des roadmaps. Mais techniquement, c'est très simple. Les outils sont là. Le SSO voilà, l'intégration d'outils de type avec du SSO est assez rapide et connu des informaticiens aujourd'hui. Donc, bon, j'ai tendance, il n'y a pas de grosses montagnes techniques à traverser. Dans les usages, par contre, et dans les habitudes des agents, là, par contre, c'est de l'accompagnement, de l'explication, de la formation. Et ça peut prendre quelques mois avant que tout le monde soit bien à l'aise dans l'usage. Et surtout, qu'on puisse le déclencher au bon moment, qu'on puisse bien guider le client. Voilà, il y a tout un vocabulaire. Et puis après, c'est comme tout dans ce métier-là, il faut le faire plusieurs fois pour bien le maîtriser, de toute façon. Et c'est vrai que si vous êtes intéressé, on a fait une intervention au Salon de la relation client de l'Ouest avec Kiloutou et le groupe Atlantique. Et c'est vrai qu'ils nous indiquaient que l'adoption était différente selon les services et les régions, et ils avaient mis en place un système d'incentive. Et donc, s'il y avait un taux d'utilisage de la visio qui était plus important, ils avaient des incitations. Et c'est comme ça qu'ils sont passés à certaines régions comme l'Ouest, qui était, je crois, à 25% d'appels visio, parce que pour eux, comme pour vous, ça réduit en fait le nombre d'interventions physiques. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder sur la chaîne Eloquent ou sur le salon de la relation client de l'Ouest. Alors Chantal, quel était le vainqueur du livre? Alors, et après, on laissera la place au prochain intervenant. Maude Copier qui a bien répondu, puisque la visio était effectivement apportait la plus grande satisfaction avec 95,66% de satisfaits versus 79,04% pour le téléphone. Merci. Et donc, on va pouvoir commencer le prochain atelier dans 5 minutes. Donc, rendez-vous pour l'atelier service client, les process et outils pour faire plus avec moins. Alors, merci à nos deux invités, puis à très bientôt. Merci.